Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire d'une solution qu'on a sortie au début du mois de novembre qui s'appelle Catalog Transformer. Et juste parce que demain, c'est Black Friday, on va remettre un peu de contexte autour de ce que fait Miracle rapidement. Donc demain, si vous commandez des produits sur Internet, vous commanderez peut-être sur une marketplace qui utilise Miracle. Donc en fait, c'est une solution SaaS qui permet à des e-commerçants de piloter une activité marketplace ou dropship, et on fait aussi d'autres petits produits, mais notre cœur de métier, c'est ça. Et du coup, c'est une solution qui permet d'onboarder des vendeurs, de mettre en ligne les produits de ces vendeurs, et ensuite de faire la gestion des commandes, le paiement des commissions, etc. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de problématiques de catalogue et de publication de produits. Et donc, juste pour vous mettre dans l'ambiance d'un petit vendeur qui préparait son assortiment pour Black Friday, on va imaginer qu'on vend des Lego. Donc, moi, je vends des maquettes Lego. J'ai mon format catalogue qui est très, très, très souvent un Excel, où j'ai donc toute ma donnée produit qui est enregistrée pour tous mes Lego. Quand je vais vouloir vendre sur Cdiscount va me dire bon, ton Excel, j'aime bien tes produits, mais par contre, je voudrais que tu me reformates les caractéristiques produits autrement. Donc moi, vendeur, je vais faire le travail de prendre mon Excel et essayer de remettre toute la donnée à la bonne place, telle que attendue par Cdiscount. Je me dis, chouette, j'ai publié mes produits, maintenant je vais vendre sur Cultura. Rebelote, des caractéristiques produits différentes. Là, maintenant, ma description, il faut qu'elle ait des bullet points. Mon titre, il doit faire 300 caractères avec la marque en premier. Et à chaque nouvelle marketplace, il faut retravailler son Excel pour répartir l'information produit différemment et aussi potentiellement écrire les titres et les descriptions dans des longueurs différentes avec des ordres différents. Et ça, très clairement, quand on est vendeur, qu'on vend des milliers de produits sur des dizaines de marketplaces, sachant que chaque catégorie a des caractéristiques produits différents, c'est un enfer. Du coup, on s'est vraiment concentré sur ce gros point de friction. Et quand on regarde en fait le temps qu'il faut pour un vendeur sur Miracle pour publier une offre, donc une offre, c'est un produit qui est live sur le site et qui peut être acheté, il lui faut en moyenne 28 jours. La moitié de ce temps est dédié à juste essayer de pousser les produits à la marketplace dans le bon format. Donc là, on a quand même un vrai problème utilisateur qui en plus impacte le business, parce que quand mon vendeur il est en train d'essayer de se dépatouiller de son Excel, il ne vend pas ses produits. Et en plus, comme ça prend du temps, il va faire le strict minimum. Et du coup, il va manquer de l'information sur les fiches produits. Et ça, in fine, ça va impacter la discoverabilité des produits, mais aussi nous, en tant qu'utilisateurs, quand une fiche complète est un peu incomplète, une fiche produit, pardon, est un peu incomplète, on va avoir moins envie d'acheter le produit que quand on a une belle fiche produit avec toutes les informations. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est dit que c'était une belle opportunité d'essayer d'appliquer des cas d'IA générative. Jusque-là, comment on faisait pour adresser ce problème-là? On avait un outil de mapping qui permet en fait de créer des correspondances entre la donnée du vendeur et la donnée attendue par la marketplace. On avait mis une surcouche d'IA, donc c'était un outil de mapping qui est assisté par de l'IA, où on va faire en fait des suggestions de mapping automatisées. Donc quand une suggestion a un seuil de confiance au-dessus d'un seuil qu'on définit, on la mappe automatiquement, et sinon on demande une action manuelle au vendeur. Donc ça, c'était déjà révolutionnaire et unique sur le marché. Le gros désavantage, c'est que c'est du 1 pour 1. Si mon vendeur il fait une erreur en entrée, potentiellement, on va mapper avec une erreur. S'il structure pas ses champs, en fait, par exemple, là, la hauteur du talon, elle ne sera pas mappée, alors que dans la description, on a l'information. Donc, c'est un process qui nous a fait gagner 30% d'efficacité, mais qui reste quand même assez imparfait. On a encore des soucis sur la complétion des fiches produits. L'expérience, ça reste quand même très manuel, beaucoup de clics, des interfaces assez compliquées. Et en vrai, la durée en valeur absolue, ça reste une dizaine de jours pour publier des produits. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse mieux. Et du coup, en réfléchissant à des cas d'application d'IA générative, on s'est dit que c'est typiquement la conversion de catalogue, c'est un point de friction qu'on peut vraiment réussir à adresser avec de l'IA générative. Et on s'est dit, on efface tout, on ne parle plus de mapping, on réinvente l'expérience. Qu'est-ce qu'on veut pour notre vendeur? On veut qu'il importe son fichier, il clique sur un bouton et on lui transforme son catalogue comme il faut. Donc ça, c'était notre objectif.
Et donc, on a construit notre expérience utilisateur autour de cet objectif de quelque chose de simple, d'efficace, sans mapping, le moins manuel possible. Et du coup, on a complètement réinventé l'expérience pour créer notre solution Catalogue Transformer. Donc, Catalogue Transformer, c'est une seule feature pour le client, mais nous, derrière, c'est 4 cas d'application d'IA générative. Le cœur de ce produit-là, c'est de faire de la transformation de fichiers d'un format A à un format B, tout en faisant de l'extraction d'informations. Donc là, je vais regarder ma description produit. Notre modèle, il va comprendre qu'il y a de l'information qui concerne ce produit et il va la remettre dynamiquement à la bonne place dans la structure attendue par l'opérateur. Et du coup, notre modèle, il comprend la structure qui est attendue par Cultura, il comprend la structure qui est attendue par Fnac, et il va venir distribuer l'information telle qu'attendue par l'opérateur à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment, je prends mon info, ma information, je la transforme, je la redistribue. En plus de ça, on fait de l'enrichissement via des bases de données externes, donc c'est-à-dire qu'on va venir rajouter de l'information qui n'était pas forcément présente en input. On va faire de la traduction, prendre le contenu qu'on a extrait, le traduire dans plusieurs langues pour que mon vendeur puisse vendre sur plein de nouveaux marchés. Et on fait de la réécriture. Donc ça, c'est pour adresser le point que moi, vendeur, j'ai une description, Cultura, il veut 300 caractères, la Fnac, elle en veut 500. En fait, on va générer du texte pour faire en sorte que toute cette description soit différente par marketplace, tout en respectant les règles de la marketplace. Et donc tout ça, pour notre vendeur, c'est juste, je mets un fichier, je dis je veux utiliser le catalogue Transformer, je choisis les options qui m'intéressent, et nous, derrière, on génère un fichier transformé au bon format. Donc avec ça, notre objectif, c'est d'importer des produits en 24 heures. Donc on a quand même un gain de performance de 91%. Et en fait, ça veut dire que le vendeur, quand on arrive dans ces chiffres-là, en fait, c'est plus du tout un point de friction dans son parcours. Et il va pouvoir se concentrer sur expédier des commandes, publier plus de produits. Et donc, en fait, on va débloquer une valeur assez importante pour chaque vendeur qui veut vendre sur une marketplace. Et du coup, j'aime bien revenir un peu aux fondamentaux des features, parce que je suis product manager, donc même si on met de l'IA, il faut toujours s'assurer qu'on répond à un besoin. Donc nous, c'est importer des produits dans mon format avec le moins de clics possible en respectant les critères de la marketplace. Donc ça, c'est vraiment le pourquoi, la raison d'être de notre feature. En termes de valeur, check, parce que en fait, on débloque de la GMV en faisant ça. Nos vendeurs, ils vendent plus vite, ils vendent plus. On a des fiches produits qui sont plus complètes, qui vont optimiser la conversion. Et en termes d'efficacité, on a vraiment une intelligence artificielle qui quasiment divise par... qui fait plus 91% en vitesse d'onboarding catalogue. Je n'ai pas réussi à faire la conversion de tête. Et du coup, donc ça, c'est la jeunesse du projet. Et je vais laisser mes compagnons data scientists vous dévoiler qu'est-ce qui se cache sous le capot de cette belle feature. Merci Fanny. Du coup, on va vous proposer de regarder ce qu'il y a dans le catalogue Transformer à la lumière de 2 défis. Donc, le premier, ça marche, ça va être l'architecture. Donc, en premier lieu, on se dit on va vouloir onboarder des millions et des millions de produits sur les marketplaces. Il y a forcément des enjeux de scaling. Et si on veut utiliser les LLM, la première question qu'on se pose, c'est OK, je veux utiliser des LLM pour onboarder des millions et des millions de produits. Est-ce que les coûts ne vont pas exploser? Quand on regarde un peu les coûts d'API, on peut se dire qu'il y a potentiellement des problèmes. Alors, pour débunker ça, on a commencé par faire une première version de notre solution et on a utilisé les volumes qu'on avait historiquement pour la création de produits pour essayer de faire une projection des coûts qu'on aurait à l'échelle. Alors, si on prend les volumes historiques, on a à peu près 10 millions de créations de produits par mois. Si on utilise une première ébauche de méthode, on a à peu près 70 milliards de tokens d'input et 25 milliards de tokens d'output, après certaines petites optimes. Et du coup, si on projette ça avec des coûts d'API publics, comme par exemple avec GPT-4, on se retrouve très facilement avec des coûts exceptionnellement élevés. Donc par exemple, un demi-million de dollars par mois, c'est beaucoup, sachant qu'en plus on s'attend à une augmentation du volume. Et par contre, si on fait des tests avec des plus petits modèles, par exemple des Meta 8 milliards ou un peu n'importe quel modèle de cette classe-là, on peut s'en sortir avec des coûts d'infrastructure qui cette fois-ci vont être relativement raisonnables. Donc à peu près 15 000 dollars par mois pour l'ensemble du flux.
Du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que on peut faire une première version avec GPT-4 sur un volume faible. Ce ne sera pas très grave, ça va permettre de tester le fit de la solution avec les clients. Mais si on veut pouvoir scaler, il faut dès le début qu'on envisage le fait qu'on va devoir passer sur des plus petits modèles qui, eux, vont nous permettre de scaler et d'autres choses qu'on verra juste après. Alors, cette première version, on s'est dit qu'on allait faire une bêta avec justement pour tester le Customer Fit, elle va en quelque sorte pouvoir être modélisée comme ça. Donc on a un catalogue vendeur, ensuite on a le catalogue transformer, avec dedans on va avoir plusieurs modèles, dont un modèle GPT-4. Et bon voilà, on a dit que ça va coûter super cher, mais on a aussi d'autres problématiques. Donc par exemple, on va avoir des problèmes de performance, de latence, d'hallucination, de cohérence, et même de customisation. Parce que pour faire en sorte que GPT-4 fasse ce qu'on lui demande de faire, c'est très compliqué, on ne peut pas mettre énormément d'instructions dans le prompt. Du coup, ça posait pas mal de problématiques, mais ce qui est pas mal, c'est que ça permet de faire une première ébauche de cette solution et de la présenter à l'utilisateur. Et ensuite, la deuxième version qu'on est déjà, au moment où on conçoit cette approche, en train de réfléchir, c'est celle avec des plus petits modèles. Alors, si on veut des plus petits modèles qui ont la même performance et même une performance meilleure, on ne va pas avoir le choix que de les fine-tuner sur des tâches précises. Du coup, ça c'est un peu ce qu'on va vouloir faire at scale, mais il y a quand même quelques problématiques. La première, c'est on a besoin d'avoir des données d'entraînement qui sont très proches du réel. On a besoin de ground truth. Ça peut être très important parce que pour fine-tuner des modèles, c'est surtout la qualité de données qui va être très importante par rapport à la qualité plutôt que la quantité. Et ensuite, évidemment, c'est plus difficile à mettre en place. Ça nécessite d'avoir une infrastructure, de faire du training. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et la seconde chose qu'on avait regardé, c'est que pour les LM fine-tunés, ok, on va pouvoir les entraîner sur nos données, mais on va quand même avoir certains cas exotiques pour lesquels on n'a pas de données d'entraînement qui représentent en fait les cas qu'on va avoir en production. Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle un système de layering, où en fait on va avoir un routeur qui va départager et choisir le modèle à utiliser pour chaque catalogue vendeur. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir le modèle le plus élevé, qui va gérer une toute petite partie du volume, mais du coup, pour les cas exotiques, va avoir de bonnes performances. Et ensuite, plus on descend, plus on va avoir des modèles qui vont gérer une très grosse partie du volume et qui, eux, vont avoir un coût beaucoup plus faible. Et ça nous permet en fait d'avoir une approche un peu best of both worlds, parce que non seulement on fait zéro compromis sur la qualité, mais en plus on va diviser de façon très drastique les coûts d'infrastructure qui sont nécessaires pour ça. Et avant de vous faire un petit schéma d'architecture globale de ce qu'on a, je vous introduis à quelques autres problématiques qu'on a en termes d'architecture. Le premier, c'est on veut une architecture évolutive. Donc on a des modèles qui évoluent énormément, on a plusieurs modules à l'intérieur du catalogue transformer, on ne veut surtout pas se cloisonner, on veut permettre d'avoir une itération, on va dire, continue. Ensuite, on a de temps en temps des très gros fichiers vendeurs, donc on peut avoir des vendeurs qui ont des catalogues de plusieurs centaines de milliers de produits. Du coup, il va nous falloir une parallélisation horizontale pour pouvoir absorber ce flux. Et enfin, pour l'optimisation de coûts, donc on en a déjà parlé, mais pour l'inférence de GPU et d'LLM, on va devoir passer par des endpoints spécifiques qui vont mutualiser tous ces traitements pour justement pouvoir passer à l'échelle. Et du coup, si je vous montre l'architecture qu'on a mis en place pour ce projet, donc ça ressemble un peu à ça. Donc il y a plusieurs modèles qui vont agir en séquence. Tout va être orchestré dans Databricks via des modèles qui sont, eux, dans la registry MLflow. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on a un traitement lourd, on va le déporter derrière une API. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être des modèles non LLM, mais qui nécessitent un GPU, on va par exemple utiliser les GPU Serving Endpoints de Databricks. Donc, on va encapsuler ces modèles derrière un endpoint spécifique qui va servir à faire cette inférence-là. Et ensuite, pour tout ce qui va être LLM, encore une fois, on va mettre en place des API. Donc ça peut être des API privées qu'on va mettre en place, nous, avec nos propres modèles custom. Donc par exemple avec du Databricks, du Anyscale, de l'Inference Endpoint de GameFace. Mais on peut aussi mettre des publics API comme Mistral ou OpenAI pour justement pouvoir faire le switch très facilement. Et une dernière chose, c'est que tous ces modèles-là, donc toute la partie du bas, ça va être orchestré en Spark, ce qui fait qu'en fait on va pouvoir popper plusieurs instances à chaque fois de chaque modèle et en fait avoir une parallélisation horizontale très efficace, tout en ayant bien sûr tous les gros traitements qui sont mutualisés dans des machines qui sont faites pour ça. Et du coup, tout ça, c'est le catalogue transformer et aujourd'hui, ça nous permet non seulement de scaler, mais en plus de maintenir les coûts d'infrastructure assez faibles. Du coup, voilà pour la partie
architecture, et je laisse la main à Pierre pour le deuxième défi. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, maintenant qu'on a vu, alors on va juste revenir sur ma slide. Donc voilà, maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire le catalogue transformer, ce qu'on voulait faire, on va voir comment est-ce qu'on peut faire qu'il nous ressorte des données et un output qui correspondent aux standards qu'on veut avoir. Et donc pour ça, on va voir comment est-ce qu'on prépare nos données pour entraîner nos modèles, parce que pour avoir un bon modèle qui nous donne des bons outputs, il faut évidemment qu'on ait des bonnes données en entrée, qu'on le fine-tune avec des données qui soient au standard de qualité qu'on veuille. Donc voilà, ça c'est une citation de Fanny. Voilà. Et donc, comment est-ce que nous, on va construire un dataset? On aurait eu la possibilité d'utiliser les données, disons, historiques de Miracle, mais ce n'était pas exactement la qualité qu'on voulait avoir. Et on veut absolument avoir une qualité qui soit la plus élevée possible. Et donc, ce qu'on a comme dataset, en fait, pour reprendre le fonctionnement du catalogue transformer, vous avez vos données non structurées en entrée, et on veut des données dans le bon format en sortie. Et donc, vous avez voilà, tout ça, vous en faites plein, vous le donnez à un modèle, vous avez un bon modèle, vous faites un bon produit. Donc ça, c'est ce qu'on veut faire. Et donc, le problème qu'on a, alors je vais juste voir jusqu'où ça marche pas. Ah ouais, c'est un peu désagréable. Bref, ce que je disais, c'était que ce que j'allais dire, c'est que pour avoir, comme je disais, on ne va pas récupérer nos données historiques. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un gros modèle dans lequel on a assez confiance, disons GPT-4, pour générer nos données de vérité terrain avec lesquelles on va pouvoir entraîner nos modèles. Et donc, on a ce qu'on va appeler des pseudo-notations qu'on va donner à nos petits modèles pour les fine-tuner. Et donc, voilà, j'essaie de me rappeler ma slide suivante. Ce qu'on fait, c'est donc on génère cette pseudo-grande hausse avec un gros modèle. On a toute une partie d'évaluation pour avoir les données de la meilleure qualité possible. Et ensuite, on vient fine-tuner nos modèles. Ouais, merci beaucoup. On va fine-tuner nos modèles avec ces données de bonne qualité. Et donc, ce que je dis dans cette slide, donc, voilà, donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Ok, donc ça avance aussi vite que je parle. Et donc, ce que je disais, c'est là où on a besoin d'avoir des données, et là où on a besoin d'avoir des données de bonne qualité, on a besoin de pouvoir s'assurer de la qualité des données, c'est à deux endroits. Donc, au moment où on va créer notre vérité terrain, ça, il faut qu'on soit capable. Waouh! Donc, alors, voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, l'image, c'est un lama. Voilà, c'est un type de lama très, très spécial. Et donc, là, on a besoin d'avoir des bonnes données. C'est à le moment où on doit créer nos pseudo-labels. Parce que là, on a envie d'avoir de la bonne qualité pour pouvoir entraîner notre point d'exclamation. Et on veut être capable, à la sortie de notre modèle en production, et même avant de le mettre en production, il faut qu'on soit capable de savoir s'il est de la qualité attendue. Et pendant qu'il est en production, pendant qu'il fait son travail, on veut voir s'il n'y a pas un concept drift dans les données d'entrée, pour qu'on soit capable de savoir si on a besoin de le réentraîner. Et aussi, dans un autre cas, exactement dans ce que disait Arthur tout à l'heure, on a envie de savoir si on est capable, quelles données on est capable de faire passer par quel modèle pour pouvoir optimiser les coûts et la qualité. Donc c'était le système de layering dont Arthur parlait. Et donc, pour avoir des bonnes données, voilà, on a cette pipeline. Et donc, on a, comme je disais, nos pseudo-labels. On utilise du LM as a judge, ça on va le détailler après. On couple ça à des annotations manuelles, juste une façon un peu fancy de dire du human as a judge, enfin du Arthur et du Pierre as a judge. Et donc, on utilise ces données nettoyées par un LM et par une annotation manuelle pour avoir un dataset d'entraînement qui correspond au standard dont on a besoin. Et donc, voilà, le LM the Judge, juste pour passer rapidement dessus, c'est pas forcément la méthode la plus parfaite.
c'est vraiment voilà, demander à un LM de juger la sortie d'un autre LM. Donc évidemment que ce n'est pas parfait, mais ça nous permet de faire de l'évaluation at scale et ça nous permet d'augmenter notre qualité. Et donc voilà, on demande l'avis du LLM sur la sortie d'un autre LLM et il nous corrige, on intègre ça dans la base de données. On peut passer avec des annotations manuelles sur les cas les plus difficiles et ça nous permet déjà d'améliorer, de détecter des hallucinations. Et donc, on a un autre service, un autre moyen de détecter des hallucinations. On travaille donc avec un partenaire californien, Galileo, qui va nous donner des métriques donc de context adherence, de correctness, etc., sur les données. Donc là encore, on lui donne données en entrée et la réponse du LLM. Et il utilise, ils ont une méthode où ils utilisent du chain of thought. Donc leur méthode s'appelle ChainPaul. Et en fait, voilà, ils utilisent ça pour nous donner des métriques. Et donc, on peut noter ces corrections dans leur interface, faire des corrections, et ensuite on récupère programmatiquement les corrections qu'on a faites pour corriger nos données. Et donc là, ce qui est très intéressant chez Galileo, c'est vraiment que ça nous fait gagner beaucoup de temps par rapport à une implémentation LM the Judge chez nous, parce que voilà, on a cette partie front qui permet d'être plus efficace de notre côté. Et donc, ces métriques, voilà, juste pour illustrer comment est-ce qu'on les utilise et juste un peu voir les problèmes qu'on peut avoir. Donc, un gros problème qu'on a, c'est les problèmes de taille, de conversion de taille. Donc là, on a une taille en italien dans la description. Et vu qu'on vend, disons, sur la Redoute, on veut sortir une taille en français. Et donc, voilà, il y a une correction que le LM n'avait pas détectée. Et via des méthodes de chain of thought, on est capable de détecter que c'était une erreur et on est capable de le corriger. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on fait avec cette métrique, juste on retire l'information, mais on va pouvoir à terme la corriger et apprendre voilà, à notre plus petit modèle des corrections. Et donc voilà, dans le cas inverse, là on est content parce qu'on n'avait pas la marque en entrée, on avait le nom de la chaussure. Et voilà, c'est là l'intérêt des LM aussi, c'est qu'ils ont une connaissance générale et on utilise cette connaissance générale pour extraire de Air Max que c'est du Nike. Et donc, à partir de ça, comment est-ce que ça s'intègre dans notre pipeline d'entraînement? Donc, je reviens juste rapidement sur ce qu'on disait. Voilà, on crée notre prompt, on a notre pseudo-grand pose, donc disons avec GPT-4. Notre dataset curation via Galileo ou via des annotations manuelles. Le training, on le fait là encore, pour revenir sur ce que disait Arthur, ce qui est très important dans un peu la stratégie qu'on a mis en place à Miracle, c'est que dès qu'on avait quelque chose de lourd à faire, de lourd à implémenter, on l'a déporté derrière des API. Comme ça nous permet de pouvoir switcher d'un provider à l'autre extrêmement rapidement, et donc d'être extrêmement agile et de s'adapter voilà, au développement de l'offre. Et donc voilà, l'évaluation, on l'a fait sur Databricks, donc via MLflow, et l'inférence, on l'a fait en hostant nos modèles, soit voilà, des modèles qu'on aurait fine-tunés sur la plateforme d'OpenAI, donc GPT-4 Mini par exemple, des modèles qui sont, je vais me pousser pour les photos, voilà, des modèles qu'on aurait fine-tunés là, qu'on aurait hostés sur Hugging Face, sur Anyscale, qui sont hostés sur Mistral aussi. Et donc tout ça, c'est dans des Databricks Workflow, et ça nous permet de scheduler des réentraînements. Et là encore, ce qui est important, c'est de pouvoir aller rapidement et être extrêmement agile sur ça. Et donc, on arrive à la fin. On a essayé de ne pas vous avoir vraiment endormi après le déjeuner. Et donc, voilà, le premier key learning, enfin, ce qui était pas mal, c'est que là, ce matin, on a eu pas mal de présentations très intéressantes. Et ce qui est assez agréable, c'est qu'on se rend compte qu'on a à peu près tous les mêmes key learnings. Et tout le monde a à peu près la même histoire de dire, voilà, on faisait quelque chose, il y a eu ChatGPT et on a tout changé. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on a pu avoir à Miracle, c'est de se dire, comme disait Fanny tout à l'heure, comment est-ce qu'on a tout repensé avec l'utilisation de LLM. Et donc, voilà, l'utilisation de LLM qu'on va coupler à d'autres méthodes de ML plus classiques, disons pré-ChatGPT, peuvent révolutionner notre produit et pas seulement rajouter des features, mais vraiment révolutionner le cœur de notre produit. Parce que voilà, quand vous êtes un vendeur e-commerce, la gestion de votre catalogue, c'est vraiment absolument crucial. Et donc, ce qu'on fait, voilà, c'est on vient révolutionner le cœur de notre cœur de métier. Et donc,
Les LM, c'est génial, sauf que malheureusement, il y a la réalité. Et donc, les LM, c'est jamais une question de est-ce qu'ils vont avoir des hallucinations, est-ce qu'ils vont faire des erreurs. C'est toujours une question de quand est-ce qu'ils vont en faire, combien est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'on va être capable de les détecter, et est-ce qu'on va être capable de garantir au maximum que la donnée qu'on a en sortie, le produit qu'on vend à nos clients, est de bonne qualité. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'a quasiment jamais été si facile de faire un POC, donc voilà, une démonstration dans le chat GPT. Vous donnez la description qu'on a vue tout à l'heure, vous mettez la chaussure, vous lui demandez d'extraire la taille, la marque, etc., la couleur, et ça, il vous le fait extrêmement facilement. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir un produit at scale et qui a le moins d'erreurs possible. Et donc, ce qu'il faut, c'est être capable d'anticiper toutes les erreurs qu'on peut avoir et d'anticiper, donc comme a présenté tout à l'heure, les coûts, être capable de savoir combien est-ce que ça peut nous coûter, est-ce que le produit est faisable. Et même si au moment où on pense au produit, il n'est pas faisable, il faut anticiper qu'on va avoir l'amélioration des LM au fur et à mesure, l'amélioration de l'offre, une diminution des coûts, et donc on peut prendre un pari et se dire que voilà, dans un an, le paysage de l'offre sera adapté pour faire notre produit, même s'il ne l'est pas maintenant, et donc on peut commencer à développer quelque chose en se disant que peut-être que dans un an, ce sera possible. Donc voilà, merci beaucoup, et on reste disponible. Merci. On va pouvoir prendre des questions dans la salle. Donc, il y a Maxime qui est en train de descendre sur cette allée. Il y a une question. Harry. Bonjour, donc déjà super, bravo. Première, une remarque et une question, on va dire. Donc vous faites ce qu'on appelle de la distillation, c'est-à-dire vous récupérez les outputs d'un gros modèle pour entraîner un petit modèle. Les Terms of Services d'OpenAI interdisent de prendre des outputs de GPT-4 pour entraîner un modèle concurrent. Alors qu'est-ce que veut dire concurrent? Est-ce que vous rentrez dans la définition ou pas? Peut-être une question. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, vous faites quelque chose qui permet donc de rentrer dans les cases des marketplaces, le nombre de caractères, les champs, etc. Qu'en est-il du tone of voice de la marque elle-même? Est-ce que vous arrivez à conserver? Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécifique pour ça? Yes. Alors, on ne fait pas vraiment de la distillation à proprement parler, dans le sens où on ne va pas prendre un modèle qui ensuite est en fait calquer le résultat d'un petit modèle sur ce que donne le gros modèle. Nous, la façon dont on le voit, c'est vraiment, on va utiliser des modèles pour générer une ground truth, mais c'est un process qui est très itératif, qui va demander de l'ensemble, qui va demander de l'annotation manuelle. Donc en fait, pour nous, on n'est pas vraiment encore dans ce cadre précis de distillation pour répondre à cette première question. Et par rapport à la seconde question, donc, comme Fanny l'a présenté, on a une option qui s'appelle le rewrite, dont en fait le but est justement de pouvoir calquer le contenu marketing sur les attendus de la marketplace. Et ça veut dire qu'en fait la marketplace va pouvoir nous dire non seulement quels sont les mots qui sont interdits, quelle est la longueur du contenu qui est attendu, mais elle va aussi bientôt pouvoir nous dire quels sont ces attendus d'un point de vue beaucoup plus précis sur le contenu marketing, de telle sorte qu'on va pouvoir le réécrire pour justement matcher ce que la marketplace veut. Ouais, pour le moment, du coup, c'est très orienté sur ce qu'on appelle du 3P, donc des vendeurs tiers. Après, voilà, on espère que les opérateurs, ils ont envie que la data des vendeurs soit aussi bonne que leur data 1P, et ils sont prêts en fait à nous donner cette donnée-là pour que les données des vendeurs soient tout aussi bien. Ça fait partie des fonctionnalités produits qu'on va prioriser en fonction des besoins de nos clients. Mais oui, clairement, c'est dans le pipe et c'est des choses qu'on nous demande déjà. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir rattraper le retard. Merci. Non, il y en a une autre. Ça sera une question très rapide. Quand vous dites beaucoup de travail, c'est combien de temps à peu près pour passer du POC au scale? On a construit le POC en 3 mois. Et après, il y a eu 6 mois de bêta en fait, qui ont servi à ajuster des comportements métiers tout en construisant l'infra-cible. Et ça nous a pris 6 mois. Donc, ça fait quasiment, je pense, quand on a commencé à se mettre dans un an en tout et pour tout, mais vraiment, on a sorti la bêta en 3 mois et après, c'était de l'ajustement et
et du travail technique pour la vision cible. Une dernière question? Oui, merci, c'était très inspirant. Juste une question par rapport au fine-tuning. Je veux avoir une vision sur la taille en fait, du dataset et est-ce qu'il y a un risque d'overfitting ou non? Alors, la taille du dataset, c'est 1937, 19 000, à peu près 19 000 produits. Après 19 000 produits, ouais. Donc, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend comment vous voulez le voir. Mais voilà, on n'a pas besoin de beaucoup de données, mais voilà, c'est déjà pas mal. Et sinon, sur la partie overfitting, en fait, on touche quand même pas à beaucoup de paramètres dans le modèle. On ajoute des lore adapters. Donc non, c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas vraiment un problème qu'on a remarqué dans ce qu'on fait actuellement. Merci beaucoup. Donc, on peut les applaudir. Donc pour ce